Hop, et ben voilà, on est dedans. Alors, Pierre-Alain, est-ce que vous pourriez raconter comment vous avez atterri dans l'art? C'est un long chemin, mais je pense que j'ai d'abord été fasciné par l'idée de la collection. Et le meilleur ami de ma grand-mère était un monsieur extraordinaire qui s'appelait Pierre-André Benoît et qui travaillait sous les initiales de PAB, qui ne sont pas si loin des miennes qui sont PAC. Et cet homme était éditeur d'art, il a réalisé des petits livres parfois minuscules, parfois très grands. Il a travaillé avec les meilleurs auteurs de son époque, les surréalistes, Tristan Tzara, René Char, et puis avec les meilleurs illustrateurs, si on peut dire, pour ses ouvrages, qui étaient Picasso, Miro, Braque, Picabia et jusqu'à Pierre Alechinsky. Et quand j'étais petit, les histoires qu'il racontait me fascinaient absolument. Et quand j'étais un tout petit peu plus âgé, mais j'étais encore très jeune, j'avais 12-13 ans, il a fait don de sa collection à sa ville natale, dans le sud de la France, d'où je suis originaire. Et j'étais absolument fasciné par ce musée, parce qu'il y avait à la fois les tableaux, les sculptures, tout ce qu'il avait collectionné auprès de ses artistes, mais aussi il y avait les échanges, les lettres. J'étais fasciné parce qu'on exposait dans des vitrines à intervalles réguliers d'une exposition à l'autre les correspondances. J'étais assez fasciné par l'écriture. C'était une époque où on s'écrivait évidemment avec de l'encre et du papier, ça paraît bête à dire mais on a un peu oublié. Et donc toutes ces correspondances me fascinaient et donc je trouvais qu'il avait eu une façon en fait d'être un peu l'accoucheur de beaucoup de projets. Je pense que ce qui m'a fait rêver de faire un peu ce métier, que j'idéalisais sans doute, c'était celui-là. Alors j'ai d'abord voulu être conservateur de musée. Un stage ou deux m'ont suffi à me rendre compte que j'étais peut-être pas exactement fait pour être dans la fonction publique, mais en revanche... Ah bon, qu'est-ce qui manquait? C'est pas tant ce qui manquait que ce qui me semblait être des lourdeurs de gestion humaine qui me semblaient un peu lourdes, de travailler aussi avec de l'argent public, donc des comptes à rendre en permanence, des demandes à faire pour avoir des subventions, etc. Et moi, c'était une chose qui me semblait... J'avais envie d'une espèce de liberté par rapport à tout ça. Et je voulais voilà, sauter le pas, prendre mes propres risques, défendre les artistes, mais pas forcément être dans cette demande qui était très liée aux politiques, etc. Trop administratif, c'est ça? C'était à la fois très administratif et à la fois très en dépendance, soit du pouvoir politique, soit des... Voilà, ça pouvait être à la fois les élus, ça pouvait être l'administration, ça pouvait être beaucoup de choses comme ça et qui me semblaient être des lourdeurs que je ne saurais pas surmonter. Donc je préférais me jeter à l'eau avec les risques que cela comporte, mais j'ai eu tendance à partir très vite plutôt vers le marché de l'art en fait. Et le premier emploi dans ce domaine, c'était quoi? J'ai fait beaucoup de stages chez des confrères galeristes, chez Tadeusz Ropac, chez Baudouin Le Bon, dans des foires, des salons. Et puis chez un commissaire-priseur, Francis Briest, avec qui j'ai beaucoup appris aussi. Et puis de fil en aiguille, mon premier petit job, en fait, c'était très amusant parce qu'il était au 7 de la rue de Bellem. C'était chez Tadeusz Ropac et je ne savais évidemment pas qu'un jour je me retrouverais à m'installer au numéro 8 en face. Et j'ai passé là moins d'une année, c'était assez rapide, mais c'était passionnant, parce que c'était une façon de travailler très différente de beaucoup d'autres de ses confrères. Et puis un jour est venu Francis Briest, pour qui j'avais travaillé, et qui m'a expliqué qu'il allait s'associer avec Arcurial, créer une maison de vente aux enchères sous le nom de cette ancienne galerie Arcurial. Il m'a dit, il y a une galerie là, mais il y a tellement de choses à réimaginer, il faut voir de nouveaux artistes, il faut repenser ce projet qui était celui d'éditer en édition limitée des artistes, donc avec des estampes, des sculptures. Et de cette petite mission qu'il m'avait confiée, il faut croire que ça leur a plu parce que j'ai eu beaucoup de chance et j'étais donc très jeune, j'avais 23 ans quand ils m'ont confié la direction de la galerie, qui était une galerie donc un peu à part, parce que si j'avais été dans d'une autre galerie à Paris, j'aurais forcément été dépendant d'un propriétaire de la galerie. Là, comme il s'agissait d'une grande maison, en fait, j'avais une espèce de totale liberté artistique, avec par contre un peu de compte à rendre à la fin du mois, mais c'était une expérience qui m'a donné beaucoup d'opportunités. Mais c'est marrant parce que PAB, PAC, Oui. rue de Bellem 7, rue de Bellem 8, vous êtes très linéaire finalement. Je ne sais pas. Mais vers le haut. Je ne sais pas. J'aime bien le chiffre 8 en tout cas parce que L'infini. je suis né en 28, en 78 et un jour il y a
collectionneuse italienne qui était très amusante et qui rentrait, qui m'a dit « Ah, vous avez de la chance, quel jour êtes-vous né ?» Alors j'ai écouté, je donne ma date de naissance et elle m'a dit « C'est formidable, et vous êtes au 8 de la rue de Bellem, vous n'avez que des 8, donc c'est un signe d'infini. » Enfin, moi je ne suis pas du tout numérologue, mais... Vous vous sentez chanceux? Oui, bien sûr que je suis chanceux à partir du moment où on est en bonne santé, où on a la chance d'être entouré, de faire un métier qu'on aime, et malgré les aléas de la vie qui sont pour tout le monde jamais totalement positifs. C'est aussi ce qui permet d'apprécier les moments où tout va bien. On peut considérer qu'on a évidemment beaucoup de chance. Est-ce que votre ami collectionneur, enfin ami, mentor, c'était, est-ce que ce qu'il vous a insufflé était votre premier rêve ou est-ce que vous en aviez eu d'autres avant? Je dirais que j'ai eu très chevillé au corps, effectivement, il m'a donné ce rêve de faire partie peut-être de cette aventure de l'art. Ça, c'était une chose qui me tenait à cœur. Et après quelques essais picturaux, je me suis rendu compte qu'il valait mieux pas que je sois artiste et donc que j'étais plutôt fait pour aider les artistes. Et j'avais un autre rêve qui, alors là, était très très présent et qui pour moi était lié d'ailleurs. C'est que, parce que comme on a tous probablement des choses qui sont liées à notre enfance, j'habitais donc un petit village dans le midi de la France, entre Uzès, Anduze et au-dessus de Nîmes. Et à la sortie du village, je prenais mon petit vélo et mon père m'avait montré un petit endroit secret où on traversait une forêt de bois de séquoia, donc ces grands arbres gigantesques qui montent vers le ciel. Et il y avait là un parc un peu magique qui était le domaine du château de Lascours. À l'époque, il y avait le vieux prince de Croÿ qui habitait là. Donc en plus, pour un gamin que j'étais, en plus natif du village où a passé son enfance Jacqueline Pagnol, j'étais peut-être nourri de beaucoup de rêves un peu littéraires. Et donc j'allais un peu en cachette découvrir cet endroit un peu étrange et à la fois effrayant et attirant, puisqu'on se disait qu'il y avait ce vieux monsieur qui vivait seul dans son vaste château un peu oublié. C'était un peu la Belle au bois dormant, c'était un peu le Grand Maulne. Et quand on traversait cette forêt donc, de séquoia, ce qui me semblait en tout cas être une forêt à l'époque, on découvrait au gré d'une petite colline un petit castelnau oublié dont j'avais une carte postale dans ma chambre de l'époque en 1900 où il était encore à peu près en état. Et à l'époque où j'y allais, le bâtiment était déjà en ruine. Et je me disais qu'il fallait absolument que je sauve cette vieille bâtisse qui m'attendait certainement. Et vous pensiez que ça arriverait un jour ou c'était juste un petit fantasme enfantin? Je pense que c'était un peu plus que ça. Je l'avais tellement chevillé au corps et au cœur, je dirais. C'était vraiment une chose qui me tenait à cœur au sens propre du terme. C'est-à-dire que je me rappelle déjà petit, en fait, de nuit à me tourner en rond dans mon lit en me disant il faut faire quelque chose. Et chaque fois que je passais, que je voyais une tuile qui tombait, que je me disais il va finir par s'effondrer, je me disais le temps presse. Et j'avais 12 ans. J'étais déjà pressé de sauver ce lieu. Combien de temps est passé depuis? Pas mal de temps, puisque j'en ai eu plus de 40 maintenant. Et vous avez réalisé votre rêve, il semble. Oui, j'ai cette chance. En fait, la première fois où j'ai voulu prendre la chose au corps, je suis allé voir dans un livre de bonne éducation chez mes parents comment on écrivait un prince. Et donc il y avait, vous savez, comment écrire au préfet. Vous êtes méthodique. Voilà, et donc, oui, parce que je me disais qu'il fallait s'y prendre bien, il fallait pas rater le coup. Voilà. Et donc j'ai fait ma petite lettre avec mes pleins et mes déliés, et donc j'avais 12 ans, et j'ai écrit Votre Altesse, etc. Ce petit castelnau est magnifique, c'est dommage de ne pas l'entretenir. Ça me fait de la peine de le voir dans cet état. J'ai mis beaucoup de sous dans ma tirelire, j'ai beaucoup de courage et d'énergie. Et dans l'état où il est, ça ne doit pas valoir très cher. Vous l'avez écrit quand, cette lettre? Ça, j'avais 12-13 ans, j'étais très jeune. Ouais. Et alors, évidemment, à ma grande surprise, il n'a pas tout de suite accepté mon offre. Donc j'étais un peu terrifié. Je me revois encore aller en cachette téléphoner. Il y avait encore des cabines téléphoniques dans le village. Je me doutais que je faisais un truc qui n'était pas tout à fait normal parce que je n'osais pas appeler de la maison. Et il ne répondait pas et j'étais absolument tétanisé. Alors un jour, je suis allé le voir. La première fois, j'avoue que j'ai eu très peur parce qu'il y a des chiens qui ont aboyé. Je suis reparti en courant en me disant « je vais me faire manger ». Et puis la seconde fois, il m'a vu au bout de l'allée et je le revois encore avec sa canne. Le monsieur avait beaucoup d'allure et il était un peu impressionnant, et surtout pour le petit garçon que j'étais. Et donc je me revois m'avancer en me disant « voilà, je suis le fils de M. Chailly, etc. C'est moi qui vous ai écrit ». Et alors il m'a dit de façon très définitive « on n'a jamais rien vendu dans la famille et on ne vendra jamais rien ». Donc c'était très clair. C'était son droit le plus total.
Et donc j'étais évidemment un peu dépité. Il a dû voir à ma tête que j'étais un peu déçu. Il a dû quand même se demander pourquoi ce petit garçon avait une telle envie. Et alors après c'était étonnant parce qu'on a discuté avec ce monsieur, tout le monde disait qu'il était un peu fou, qu'il était... En fait je pense qu'il y avait beaucoup de légendes. En réalité c'était un homme très cultivé, mais qui était resté un peu enfermé dans ses souvenirs, dans son monde et dans ses livres et dans ses bibliothèques. Et il parlait plusieurs langues sans jamais avoir voyagé, en étant resté là totalement solitaire toute sa vie. Et on a eu des discussions assez surprenantes, s'y intéresser au monde du jardin, à plein d'univers. Donc voilà. vous êtes fait amis du coup? Ami, ce serait un grand mot parce que le personnage était quand même suffisamment impressionnant pour qu'on ne lui tape pas dans l'épaule, mais je dirais que, en tout cas, voilà, j'ai eu la chance de le revoir plusieurs fois. Et évidemment, je respectais son droit de vouloir garder ce domaine pour lui, dans le souvenir de ses ancêtres, et sans vouloir le vendre, c'était légitime. Mais je continuais de rêver qu'un jour, il faudrait sauver cet endroit après lui. Oui, donc il est décédé depuis. Voilà, il est décédé il y a une quinzaine d'années. Et c'est une longue histoire, mais pour la faire courte, j'avais été en rapport avec sa famille, ses neveux. Et puis il a choisi comme héritière, en fait, une de ses nièces, la duchesse de Lévis-Mirepoix, qui avait choisi de vivre en Patagonie. Donc un grand élevage de moutons, des terres à perte de vue. Elle avait fait donc sa vie là-bas. Pas pratique pour surveiller l'état des tuiles. Exactement. Et donc elle n'était pas, en gros, je caricaturerais un peu en disant qu'elle n'était pas revenue depuis sa première communion, mais on n'était pas loin de ça. Et en fait, elle était attachée par beaucoup de souvenirs à cet endroit, mais avec son mari, ses enfants, ils ont fait leur vie voilà, en Amérique du Sud. Les enfants sont partis faire leur vie ailleurs aussi. Et lorsqu'elle s'est retrouvée avec cette demeure, à la fois ça a évoqué pour elle beaucoup de souvenirs précieux et en même temps c'était une charge extrêmement lourde. Alors elle est quand même venue, elle a revu les lieux, elle a vu aussi l'état dans lequel ils étaient devenus 50 ans plus tard. Et cette belle au bois dormant qui pour moi avait du charme pouvait avoir pour quelqu'un d'un peu sensé un côté un peu effrayant. Et c'est la raison pour laquelle elle a quand même fait faire un devis de toiture, grâce à quoi je sais qu'on a 1,5 hectare de toiture à refaire. Et, toujours? Oui, enfin on a un peu progressé depuis, mais on en a fait un petit quart, un petit tiers, mais il y a encore du travail. Et donc elle a mis le lieu en vente. Et puis là, évidemment, moi je suis tombé de très haut parce qu'on a commencé à discuter et je ne m'attendais pas à un tel prix pour l'ensemble de ce lieu merveilleux. Et je pense que l'agence immobilière a cru qu'on était à Saint-Tropez aussi, ce qui n'était pas tout à fait le cas. Donc finalement, il y a eu 5 ans se sont écoulés entre le moment où c'était mis en vente et où personne ne se proposait de façon sérieuse. Pour qu'ils acceptent votre offre. Voilà, et donc en fait, pour la dernière étape, disons, comme malheureusement je ne pouvais pas suivre, ce qui est étonnant, c'est qu'à un moment donné, il y a eu finalement une offre un peu plus sérieuse qui était celle d'un hôtel qui voulait faire un 5 étoiles luxe, mon petit Castelnau devenait un spa, le château principal devenait les chambres, etc. Enfin, il y avait tout un tas de bâtiments aménagés et la transformation inévitable du lieu. Et donc j'étais un peu triste et en même temps j'ai envoyé mes vœux en janvier donc à cette dame et à son mari. Et je leur dis, voilà, j'ai appris que le lieu allait devenir un hôtel, c'est la vie, c'était pas pour nous, j'ai rêvé un peu trop grand. Il restait une petite ferme sur le bord de la route et j'avais dit, voilà, ça m'intéresse toujours. Mais tant pis, on ira au restaurant de temps en temps et on profitera des lieux différemment. Et ils m'ont répondu dans la seconde, parce que c'était par email, en me disant, mais si vous êtes toujours intéressé, en fait, l'hôtel ne se fait plus, l'offre est tombée, le compromis est tombé, les banques n'ont pas suivi et si vous êtes toujours intéressé, faites-nous une offre. Alors je n'osais pas très bien faire une offre et puis finalement j'ai fini parce qu'ils insistaient un petit peu, donc j'ai fait une offre dont je pensais qu'elle ne serait peut-être pas acceptée pour ouvrir la discussion. Et à ma grande surprise, ils m'ont dit appelez notre notaire demain matin et dites-lui que nous sommes d'accord. Et là je suis un peu tombé de haut parce que j'avais évidemment pas vu de banque, j'avais rien prévu, c'était comme ça tellement spontané, immédiat, il était minuit en France à ce moment-là. Et là, il a fallu recommencer un peu une autre aventure. C'était un peu maintenant des sources, parce que voilà, il y avait des fermiers qui avaient loué des terres, donc il fallait discuter. Il y avait celui qui avait une habitude d'un passage, d'un chemin, d'un puits, que sais-je. Et donc, il a fallu encore un peu de patience. Et puis finalement, il faut croire que le lieu nous attendait. Et aujourd'hui, on s'est lancé dans sa restauration. Et l'objectif, donc, ça serait quoi ? Finalement, mon souhait, c'est de réunir là-bas plusieurs passions, peut-être au moins 3 en tout cas, qui m'ont toujours beaucoup taraudé.
celle d'être à la campagne, dans la nature, de restaurer un jardin, parce que j'ai failli faire ce métier de paysagiste, parce que c'était une chose qui me plaisait aussi beaucoup. La deuxième qui est liée au patrimoine, à l'histoire, à l'architecture, et l'idée de sauver un lieu de mémoire et d'essayer de transmettre ce lieu comme il m'a fait rêver, d'essayer de l'ouvrir et de faire rêver d'autres générations. Je trouve que c'est une chance formidable de pouvoir le faire. Et puis la troisième, qui est totalement contemporaine et qui est liée à mon métier, c'est évidemment d'inviter les artistes. C'est un peu une résidence sans en être une, mais parce que spontanément, évidemment, j'invite les amis artistes. Et aujourd'hui, rien ne me réjouit plus que de voir Neil Sudo, par exemple, avec qui je travaille depuis 20 ans, venir travailler dans le lieu et avoir créé cet été une première œuvre in situ, au milieu des bambous, avec la terre du lieu, en sculptant la pierre, en travaillant le végétal. Et aujourd'hui, on a une surprise au détour d'un chemin de retrouver un nid de Neil Sudo. Donc ça, c'est la concrétisation un peu d'une partie des rêves aussi. Donc c'est pour faire travailler enfin pour leur offrir un espace de travail, mais aussi peut-être faire des expositions? Oui, à terme, alors quand les bâtiments seront restaurés, parce qu'il y a encore beaucoup de travail, on fait vraiment une mission de sauvetage des lieux pour le moment. Là j'ai commencé à inviter des artistes dans le jardin. Parvin Curie aussi a imaginé une sculpture qui a été taillée dans le bois et qu'elle a fondu en bronze et donc qui dialogue avec le tronc des grands platanes devant un bassin par exemple. Et puis derrière, l'idée c'est de monter des expositions à l'intérieur des bâtiments. Il y a des très grands corps de ferme avec des proportions qui s'y prêtent. Mais il faut pour ça trouver les budgets, enfin voilà, tout ce qui va nous permettre de le réaliser. Vous êtes endetté jusqu'à la mort là. Ah oui, là je crois qu'on a pris on a choisi une aventure. Vous allez être obligé d'être immortel, ça y est. Vous allez trouver un moyen. Il faudra au moins une vie en tout cas pour arriver à sauver les lieux. J'aimerais bien retourner un petit peu à votre histoire personnelle. On a parlé de votre rêve et quelle était la première grande peur? La première grande peur voulait dire... Non, vraiment la peur la plus lointaine, la plus vieille peur de votre vie, quoi. La première fois où vous avez vraiment eu peur. Oh, je pense qu'en fait, les premières peurs, elles sont liées à la découverte de... Enfin, je ne vais pas faire de la psychanalyse de comptoir, mais elle est liée à la mort, en fait, parce que je pense que moi, j'ai dû être marqué par, je sais pas, la mort de mon grand-père paternel. J'étais petit, c'est abstrait, on ne comprend pas très bien pourquoi la personne qui est là n'est plus là. Quel âge? Et donc, je devrais m'en souvenir, mais j'avais 5-6 ans, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Donc c'est un moment où on comprend les choses, mais pas complètement, enfin pas comme aujourd'hui en tout cas. Et donc peut-être qu'il y avait un peu cette incompréhension, et la peur, elle était peut-être liée à se dire, mais est-ce qu'autour de moi, ce qui fait mon bonheur, mon confort actuel de vie, peut disparaître parce que les gens que j'aime peuvent disparaître, où vont-ils, que se passe-t-il? J'avais la chance d'être dans une famille catholique pratiquante, où donc il y avait une espèce de vision qu'on essayait de rendre positive de ce passage, en fait, de considérer que c'était pas une fin, mais malgré tout on ne peut pas s'empêcher de se poser des questions, et je pense qu'elles sont légitimes. Et donc après je pense que je ne sais pas si c'est lié, mais je l'ai peut-être un peu associé à ça, avec cette espèce d'urgence à faire des choses, à travailler, à avancer, à vouloir peut-être parfois un peu brûler les étapes, mais c'était peut-être une façon de se dire que je pouvais moi-même disparaître et que j'aurais peut-être aimé faire quelque chose de bien avant de disparaître. Et puis, beaucoup transmettent au travers d'un enfant. Moi, je n'en ai pas, je n'en aurai pas, donc c'est un peu mon bébé, ce lieu, et c'est le nôtre aujourd'hui, puisque j'ai la chance de faire ça avec mon ami Bertrand. Donc on a cette espèce de projet commun, et puis c'est devenu une aventure familiale. Donc ça va plus loin, c'est pas juste restaurer un lieu, c'est pas juste des projets d'exposition, c'est l'idée de pérenniser quelque chose, de le transmettre, et de se dire que ce seront peut-être un jour des neveux, des nièces, que ce seront celles et ceux qui peut-être auront envie de vivre le même rêve. Et je dirais que là où ma peur a un peu changé aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas tant celle de disparaître, mais celle de me dire qu'il ne faut pas non plus que je transmette quelque chose de trop lourd à porter. Parce que j'ai aussi compris que des lieux comme celui-là, moi ça me semblait fou quand on a une histoire de famille aussi fascinante. Je me disais, il faut que quelqu'un de leur famille reprenne. Et aujourd'hui, je comprends que beaucoup n'en ont pas forcément envie, parce que ça peut être considéré comme un poids, parce qu'on est attaché à un lieu, à une maison, à ses lourdeurs, à ses obligations. Et maintenant, c'est une chose que je ne comprenais pas il y a quelques années, que je comprends mieux aujourd'hui.
Et donc je peux entendre aussi qu'on ait envie de faire table rase du passé et de se créer une vie nouvelle et de ne pas se rattacher forcément à une histoire, fût-elle magnifique. Donc c'est un équilibre à trouver. Je pense qu'au cours de la vie, forcément, on a des rêves qui évoluent un tout petit peu. Avoir pu en réaliser quelques-uns, c'est déjà fantastique. Première déception humaine. Humaine, soit c'est peut-être la naïveté ou la chance d'avoir eu malgré tout une jeunesse, une enfance très heureuse qui fait que forcément dès qu'on commence à avancer en âge, on découvre comme tout le monde, l'école et ses complexités, les gens qui ne sont pas forcément bienveillants pour employer un mot à la mode. Et puis derrière, en fait aussi, peut-être d'idéaliser les choses qui forcément vous amènent à des déceptions et les choses et les gens. Forcément, quand on est petit, on imagine que les artistes sont des gens au-dessus de nous absolument exceptionnels. En fait, ils sont comme tout le monde, avec des hauts et des bas, avec des problématiques intérieures qu'on essaye d'accompagner. Donc parfois, je pense que la difficulté, c'est peut-être ça, c'est que j'ai eu tendance à idéaliser beaucoup de gens et beaucoup de choses, et donc forcément, quand on idéalise trop les gens, on découvre aussi leurs travers et les aléas, et parfois, quand vous mettez beaucoup d'affect dans ce que vous faites, et moi c'est ma façon de faire, je ne vois pas d'abord les artistes ou les gens avec qui je travaille comme des humains. Si, je les vois humains, mais justement, je les ai peut-être vus d'abord peut-être un peu trop comme des amis, comme des gens avec qui j'ai une proximité immédiate. Et parfois, il faudrait peut-être être plus froid et avoir un rapport plus factuel aux choses, mais bon, je crois qu'on ne se refait pas, et donc il faut accepter les petites déceptions qui donnent aussi des grands moments de joie. Et donc, la première déception humaine? C'est difficile de dire s'il y en a une première. C'est sûrement dans l'enfance, c'est sûrement... je veux dire, la première fois que vous êtes tombé de haut face à un humain. Honnêtement, je réfléchis, Non, c'est pas que je veuille pas, je ne sais pas dire qu'il y a une personne qui m'est traumatisée. Bon, la première bonne surprise humaine, c'était votre mentor, PAB, c'est ça? Oui, c'est un de ceux-là. Après, moi j'ai la chance j'étais très famille, et je le suis toujours, et il y a des gens pour qui la famille est un poids. Moi j'avais la chance de considérer que c'était plutôt une chance, et que j'aimais le dimanche retrouver les grands-mères à table, tout le monde qui se retrouve. J'aime ces espèces de communion autour d'une tablée, autour d'un repas commun. Donc j'avais, oui, ce plaisir-là, en fait, ce plaisir à partager. Ça, c'est vraiment une chose qui m'a toujours marqué. Et du coup, j'ai eu envie de reproduire ça, au-delà même de la famille, mais d'un panel beaucoup plus large. J'aime rencontrer... En fait, j'étais très proche de mes deux grands-mères, qui étaient totalement différentes. L'une était terrienne, dans ses champs d'oliviers, les vignes, elle s'est occupée de viticulture, etc. Et elle n'était pas du tout mondaine, mais elle avait un sens des choses, des réalités, et c'était quelque chose qui a pour moi été très précieux, vraiment un sens du travail avant tout, le sens du devoir qui était essentiel. Et j'avais une autre grand-mère qui était pleine d'humour, on pourrait dire très mondaine, parce qu'au fond, même dans l'échelle de son petit village, elle recevait tout le monde, donc ça pouvait être le gars qui venait réparer une machine, hop, elle lui faisait un petit café, mais ça pouvait être, je ne sais pas, une personnalité qui était de passage, je passais forcément chez elle aussi, et donc je rencontrais toujours des gens étonnants chez elle, et donc moi je disais toujours je vais aller chez ma grand-mère parce qu'il y a des gens intéressants qui parlent, et donc j'étais assez fasciné par le monde des adultes, donc j'avais un peu brûlé les étapes et je m'amusais pas du tout, j'ai jamais joué au foot, j'ai jamais les jeux de groupe me tétanisaient, ça c'était une chose qui me plaisait pas du tout. Les gens de votre âge, du coup, vous fréquentiez pas trop? De fait, j'étais dans une école où il y avait des gens de mon âge, donc forcément mais je ne peux pas dire que j'ai des souvenirs d'amis d'enfance très proches. En réalité, je n'avais pas vraiment ce goût-là. J'étais toujours attiré à discuter avec des gens plus âgés, et très spontanément, j'allais vers eux.
Il y avait Si, tiens, vous me cherchiez une chose qui m'a déçu, c'est vrai que j'avais une professeure comme ça, enfin une maîtresse d'école, puisqu'on appelait ça comme ça, dont j'avais le sentiment que, comme avec tous mes enseignants, j'avais de très bons rapports. Et puis un jour, je me rappelle avoir découvert ça sur les carnets qu'on vous donne à la fin de l'année, et où elle mettait élève taciturne, ne s'amuse pas assez avec les autres, trop sérieux, trop dans ses devoirs, trop dans ses livres, trop je sais pas quoi. Et alors cette espèce de litanie de reproches m'avait un peu effondré, parce que j'avais moi l'impression de m'entendre très bien avec tout le monde, mais c'est vrai que si ça m'amusait pas, j'avais pas envie d'aller m'amuser à un jeu qui me semblait absolument inutile, s'il me semblait y avoir une chose plus importante à faire. Et donc qu'on puisse me le reprocher alors que j'avais l'impression d'être bon élève, je ne comprenais pas cette enseignante. C'était un peu hors propos, puisque... Peut-être un peu hors propos, et puis on ne lui demande pas de dire si vous êtes un bon humain, on lui demandait de dire si vous étiez un bon élève. Oui, mais apparemment, elle avait jugé que je n'avais pas une attitude suffisamment... voilà, j'étais pas suffisamment dans le groupe. Voilà, c'est vrai que j'étais probablement pas comme ça. Bon, ça ne m'a pas empêché de faire mon bonhomme de chemin, et chacun a des parcours différents. Et... D'ailleurs, on ne peut pas dire aujourd'hui que vous ne soyez pas une personne de groupe. C'est juste que vous êtes au centre maintenant. Je sais pas. Le centre. J'ai trouvé aussi des gens qui avaient un peu les mêmes affinités que moi. Je sais que là aussi, peut-être que je l'ai idéalisé, mais quand je suis arrivé à Paris, à l'école du Louvre, je me suis dit c'est fantastique, je vais enfin rencontrer des gens à qui je peux parler de Francis Bacon sans penser qu'on parle d'un jambon, quoi. Voilà. Et donc c'est vrai que moi, c'était peut-être la petite chose qui pouvait me manquer, en fait, de partager cette même passion. Et vous avez trouvé ça? Et j'ai pas toujours trouvé ça. Les premières fois étaient un peu difficiles parce que j'arrivais à Paris, j'étais pas parisien, je n'avais pas ces réseaux-là, je n'avais pas cette culture-là, j'avais pas été dans les écoles, les bonnes écoles parisiennes, voilà. Et donc il m'a fallu un tout petit temps d'adaptation, mais j'avais une telle volonté, en fait, de travailler dans ces métiers, de travailler dans cet univers, de m'y inscrire, qu'au fond, j'ai très vite trouvé des gens un peu différents avec qui j'ai trouvé des moyens de faire des parcours communs, et très vite, ça s'est avéré très positif. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où forcément on peut se sentir très solitaire, mais j'avais cette curiosité, j'avais cette chance d'avoir un naturel assez spontané, d'aller vers les autres. J'ai eu un grand moment de solitude à l'école du Louvre quand comme je connaissais personne, je me suis dit il faut que je me présente, et donc il y a eu une sorte de bureau des élèves, et donc on m'a demandé de me présenter, et là je me suis retrouvé face à une salle où il y avait quand même toute la rentrée, donc il y avait 1000 élèves dans cet immense amphithéâtre, et quand j'ai pris la parole, c'était très amusant parce que les gens ont éclaté de rire face à moi. Alors je me suis retourné parce que j'ai pensé qu'il y avait une chose drôle derrière moi, et j'avais pas compris que c'était mon accent du Midi, en fait, qui les avait fait rire. Et alors je l'ai pris en plaisantant, en disant ah bah oui, bah comme j'ai pas besoin de vous dire que je viens du sud de la France, etc. Et en fait, ça s'est avéré être un atout, en fait, c'est que d'autres auraient peut-être pu se renfermer. J'ai eu la chance c'était rien, c'était un détail, mais c'est vrai que c'est le genre de choses qui peuvent vous mettre mal à l'aise. Et en réalité, et en fait, c'est très drôle parce qu'il y a eu des élections et j'ai été élu vice-présidente du bureau des élèves dans la seconde parce qu'ils ont dû me trouver sympathique, et donc je me suis dit bah, finalement, voilà, on est comme on est, il faut assumer ce que l'on est, d'où l'on vient. Et j'ai eu cette chance d'être très fier de mon univers, de mon milieu, de mes parents, enfin, j'avais pas de soucis avec ça. Et même si c'était évidemment un univers qui pouvait sembler modeste par rapport à beaucoup de gens que je fréquentais après, et j'avais cette immense chance d'avoir toujours eu l'impression d'être chanceux, d'avoir été... Oui, vraiment. Donc je n'avais pas de soucis avec ça, et ça c'était une grande chance, en fait, parce que ça m'a libéré de ce que sont des angoisses pour beaucoup d'autres. C'est marrant parce que vous dites « j'avais beaucoup de chance de me rendre compte de la chance que j'avais ». C'est assez curieux, parce que là il y a un petit 8, je trouve. Parce que je pense que c'est assez... Il me semble que ça décrit bien le concept même de la chance. Je pense que le chanceux est celui qui croit l'être. Et il y a cette phrase que je ne sais pas où je l'ai entendue. Quelqu'un dit « ce qu'on énumère se multiplie ». Donc quelqu'un qui se plaint en permanence, il se retrouve dans un monde qui ne fait que confirmer son descriptif du monde, alors que celui qui dit « je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu beaucoup de chance », se retrouve toujours avec des situations qui ne font que confirmer son interprétation de ce qu'il voit. Pourtant, peut-être ces deux personnes vivent la même expérience. Ils disent « ah, voilà, le truc n'est pas arrivé au bon moment,
il va se focaliser sur la moitié vide du verre et l'autre sur... Je pense que oui, je suis peut-être de nature assez positive et j'ai cette conscience que c'est une chance d'être positif parce que peut-être que j'aurais pu naître avec des gènes différents. Vous pensez que c'est lié à votre environnement familial et peut-être la stabilité de l'enfance ou est-ce que vous pensez que ça vient d'ailleurs? Moi, je pense quand même que cette stabilité de l'enfance, elle est une force, enfin, elle est une chance. Enfin, chacun se construit différemment, mais c'est l'amour des parents. Peut-être que voilà, d'avoir d'abord des parents qui s'aiment, qui sont ensemble toute leur vie, dont on a le sentiment, en tout cas, que tout ça est absolument inébranlable. On ne sait peut-être pas tout de leur histoire, mais pardon. Et qui vous aiment vous aussi. Et dont on a par lesquels on a le sentiment d'être aimé. Ce qui ne veut pas dire d'être trop gâté ou trop choyé. Il pouvait être assez dur, hein, je veux dire sur le fait qu'on n'était pas toujours assez bien ou qu'on ne travaillait pas suffisamment. Enfin, il y avait cette notion. Par exemple, cette notion du travail qui était vraiment importante, essentielle, et donc j'ai jamais vu mon père s'asseoir. Enfin, on était toujours dans une activité, toujours en train de faire quelque chose, mais du coup, ça m'a plutôt plu. C'est une façon aussi de... J'ai parfois constaté que des gens qui autour de moi pouvaient aller mal étaient des gens qui parfois étaient aussi un peu désœuvrés en fait. Et c'est vrai que le fait d'avoir toujours une mission, quelque chose à faire, quoi que ce soit, hein, la chose la plus simple et la plus banale du monde, vous oblige à aller de l'avant et à aller mieux en fait. Ils avaient des projets pour vous? Est-ce qu'il y avait des choses qu'ils vous suggéraient pour votre avenir ou est-ce qu'ils étaient... Ils vous laissaient... Mes parents m'ont laissé une grande liberté. On est 3 enfants et ils nous ont laissé à chacun une grande liberté. Je pense qu'on n'a pas immédiatement fait exactement ce dont ils auraient rêvé parce que moi je viens d'un univers totalement différent. Mon père était la 5e génération de boucher charcutier dans le village. Ma grand-mère était une commerçante incroyable qui a commencé à 13 ans avec des faux papiers, sa première épicerie, enfin des histoires qu'on ne pourrait plus imaginer aujourd'hui. Pourquoi faux papiers? Parce que j'imagine qu'encore plus à l'époque, à 13 ans, on n'ouvrait pas une épicerie comme ça, à une époque où la majorité était à 21 ans. Et donc elle était très très loin du compte. Et, comment a-t-elle pu avoir des faux papiers? Écoutez, je ne saurais pas vous raconter l'histoire dans le détail, mais je crois qu'elle avait, je ne sais plus très bien si c'est un oncle, un cousin qui devait travailler à la préfecture, qui a demandé une dérogation pour faire croire qu'elle en avait 16 ou 18, alors que la majorité en était à 21. Et de façon en tout cas à ce qu'elle puisse ouvrir sa petite épicerie dans le village. Au début, elle a commencé avec sa brouette en important quelques légumes que faisaient ses parents. Puis elle a pu ouvrir sa première épicerie et elle avait un oncle avec qui elle faisait un peu de commerce. Elle allait chercher Elle avait notamment des petits santons qu'on trouvait à Marseille. Elle avait des balais qu'on fabriquait dans un village voisin, etc. Et il y avait un monsieur qui lui avait dit « Vous, ma petite, vous irez loin, vous finirez chez Félix Potin. » C'était drôle, voilà. C'était son rêve à elle d'être épicière, du coup? Elle disait toujours qu'elle avait absolument voulu faire ça. Et pour quelle raison? elle avait demandé comme cadeau une balance, en fait, parce qu'elle voulait pouvoir peser les aliments, etc. C'était une époque où on achetait en vrac. Vous savez quelle était la motivation derrière ce rêve? Ses parents viennent d'où? Peut-être que je ne lui ai pas suffisamment posé la question comme ça. Je pense qu'elle avait envie d'aider autour d'elle parce que elle voulait aider ses parents, elle voulait aider tout le monde à aller mieux, à faire en sorte que ça fonctionne. Et puis elle était intrépide, elle était curieuse des autres, elle aimait rencontrer, elle aimait le contact humain avant tout. Et je pense que lorsque elle était dans son épicerie, c'était aussi un plaisir à voir les uns les autres. Et bon, faire commerce, c'était une façon de travailler, du plaisir à avoir du monde qui circule en permanence chez soi. Et elle était très débrouillarde et quand est arrivée la guerre, elle a en fait été passer son permis de conduire avant tout le monde, donc là aussi avant d'avoir l'âge, et en fait elle est devenue taxi. Et donc dans la période où c'était compliqué parce que dans l'épicerie il ne devait plus y avoir beaucoup de produits disponibles à la vente, elle a conduit, il y avait notamment des troupes belges qui étaient venues en renfort en France. Et il y a un monsieur qui a écrit un livre depuis et qui parle de ma grand-mère, Jeanne, il l'appelait Jeannette, elle n'aimait pas trop ça, mais bon, dans le livre, il l'appelle comme ça. Et il dit, elle nous conduisait à Alès, etc. Enfin, elle les amenait à droite à gauche. Et donc, en fait, je crois que cette génération qui a connu ce moment de guerre qui était quand même terrible, mais dont ils ont essayé de se sortir de la façon la plus positive possible, chacun, chacune, est une chose qui a renforcé, qui a donné des caractères absolument merveilleux. Enfin, je l'analyse comme ça aujourd'hui, mais mes grands-parents, mais comme beaucoup d'autres de cette génération, étaient des héros sans le savoir. Enfin, ils étaient des héros du quotidien, mais ils se sont tous débrouillés pour survivre, pour aider les uns les autres. Et je pense qu'au fond, même si j'ai du coup pas repris la boucherie familiale, puisqu'ensuite elle a épousé mon grand-père, et qui était donc lui issu de toutes ces générations dans le même métier, elle était évidemment très heureuse et très fière. Et alors c'était très mignon parce que ma grand-mère était donc déjà un peu plus âgée lorsque j'ai ouvert ma galerie dans le Marais.
Et elles m'ont fait une surprise assez amusante, c'est qu'elles se sont poussées l'une l'autre à prendre le train. Et elles sont arrivées toutes les deux, bras dessus, bras dessous. Et à l'inauguration de ma galerie, j'ai vu arriver mes deux grands-mères du Midi. Alors le seul inconvénient, c'est qu'elles ont été le centre de l'attraction, donc je n'existais plus. Et alors elles s'étaient installées au 2e étage. Et moi j'accueillais les visiteurs et je disais au revoir quand les gens repartaient. Et quand les gens repartaient, les gens me disaient « Oh là là, on a rencontré vos deux grands-mères, elles sont extraordinaires ». Alors je ne sais pas s'ils ont vu la première exposition, mais en tout cas ils ont rencontré mes deux grands-mères et ça c'était déjà très sympathique. Elles étaient fières de vous? Oui, je pense que bien sûr qu'elles étaient fières et je pense que mes parents le sont aussi, et enfin, tout le monde. Enfin, mais on est tous fiers les uns des autres pour ce qu'on a fait dans des registres différents en fait. C'est ça qui est formidable. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aimerais arriver à maintenir aujourd'hui parce que j'ai des parents formidables dans leur domaine, une mère qui a fait le conservatoire à Aix-en-Provence pour être pianiste et puis qui finalement s'est occupée de la boucherie parce qu'elle a épousé papa et que ça lui a convenu comme ça, qui nous a élevés, etc. Et puis j'ai un père qui lui avait moins fait d'études, bien qu'il dit qu'il avait fait de très hautes études puisqu'elles étaient à 1600 mètres d'altitude, on l'avait envoyé à la montagne pour le bon air. Mais parce qu'il a eu, lui, un vrai rêve qui était de prendre la suite de son père et de son grand-père, etc. Et donc d'être celui qui reprendrait le flambeau familial. Et au fond, moi je suis très fier de ça et de ce qu'il a fait, de la passion qu'il a mise dans son métier, de connaître chaque éleveur. Moi je me rappelle, on allait le dimanche voir les petits veaux, etc. Enfin, c'était une chose qui était importante, enfin, son métier, sa passion, lui aussi avec ses clientes. Enfin, ses clientes étaient presque ses amies. Enfin, c'était vraiment. Puis il écoutait Mozart à fond dans son camion. Enfin voilà. Et voilà. Et donc il s'est cultivé par lui-même avec France Culture tard le soir, avec voilà, tout en travaillant beaucoup. Et donc moi je suis très fier de tout ça. Et alors aujourd'hui où le lieu que l'on commence à faire vivre dans le village commence à accueillir des gens un peu amusants, enfin un peu étonnants. Et alors c'est dommage parce qu'aujourd'hui il a presque une espèce d'appréhension parce que des fois il trouve des gens très sympathiques et puis quand il sait qui ils sont, il dit « Oh là là, mais non, c'est trop important, je ne peux pas leur parler, etc. » Mais j'ai dit « Mais au contraire, et ils aiment… » Enfin, heureusement, moi j'aime mêler des gens différents, d'univers, de cultures différentes, de métiers différents. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus précieux en fait. Et les gens adorent l'entendre parler voilà, parce qu'il nous aide beaucoup dans le jardin par exemple, et donc de choses très concrètes liées à la façon dont on l'entretient. Et ça me semble tout aussi précieux. Moi je me rappelle d'une dame qui m'avait appris à couper des haricots verts, ça a l'air idiot, mais il y a un moment où c'est important de savoir faire ce genre de choses, tout autant que d'avoir lu des grands philosophes. Parce qu'il ne faut pas être déconnecté de… Aujourd'hui, tout le monde est là à parler de la nature, du monde réel, de ce retour, etc. Je pense qu'il ne faut pas le faire avec de grands discours, il faut juste faire son expérience par soi-même. Et quand on met des bottes, on prend des sécateurs et on va dans son jardin, on apprend très vite. Si vous pouviez retourner et recroiser PAC à un moment où c'était un peu difficile, il y en a sûrement eu, quel conseil vous lui donneriez ? Franchement, j'essaie de ne pas avoir trop de regrets, de ne pas avoir trop de remords, parce que, bien sûr, qu'est-ce qu'on peut regretter? Et ce serait juste d'avoir, je ne sais pas, de s'être emporté parfois avec l'un ou avec l'autre, d'avoir été trop pressé, d'avoir… Mais en même temps, ce qu'il faut regretter, c'est parce que si j'étais pressé, que j'ai fait beaucoup de choses. Donc, non, franchement, à quoi bon avoir des regrets? Franchement, il faut penser à l'étape suivante et puis peut-être ne pas hésiter à essayer de rattraper. C'est peut-être une chose qu'on a tendance à ne pas faire parce qu'on a son ego, on a sa fierté. Donc parfois on regrette un geste, un mot, une parole et puis on n'ose pas aller dire je voulais pas dire ça ou voilà. Donc peut-être c'est ça qu'il faudrait essayer d'améliorer. Et il me reste encore quelques années pour essayer d'être un peu meilleur. C'est tous les ans un épisode, et donc la dernière question, c'est qu'est-ce que vous souhaitez pour les 12 prochains mois? J'ai un grand rêve qui est pourtant très banal, mais je rêverais de mettre beaucoup d'ordre dans beaucoup de choses. Ça peut s'avérer de façon très physique, arranger mon bureau, la maison, les projets, la to-do list qui se remplit en oubliant qu'elle s'enfonce un peu plus loin parce qu'il y a tout ce que je n'ai pas encore fait. Alors c'est peut-être une question, voilà, d'essayer de parfois se donner du temps
mettre en ordre ce qui doit l'être, ne pas laisser traîner et pour aborder peut-être le futur avec plus de sérénité. Eh bien, on va essayer. Un clap de fin. Clap de fin.